été formidable. Oui, bien sûr, je vous avais dit qu'il fallait s'attendre à quelque chose, mais je ne voulais pas me mettre ici seulement et dire il y a cette opinion-là et j'ai cette opinion-là. Ça, malheureusement, on le lit dans des articles de journal. Je voulais essayer de vous montrer donc la justification de tout ça et comment on peut voir les problèmes d'une façon analytique, comment on peut les rendre transparents. On peut se disputer, mais il faudrait être d'accord vraiment euh, sur les points des discussions pour avoir un consensus. C'est voilà la raison pour laquelle j'ai pris autant d'élan. Et bien sûr, il y en a très peu qui vont pouvoir donc discuter de telles questions quotidiennement comme moi je le fais. Ça, je le sais. Donc, prenez le micro pour parler. On peut se présenter, mais on n'est pas obligé. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, j'ai fait mes études aussi à Hambourg, donc des études en droit international. Et donc, votre exposé, pour moi, était très très clair. J'ai deux questions en fait. Quand je parle du, du droit à la résistance, donc, et si le non-droit donc d'interventionnisme, alors il y a la question qui se pose. Donc, donc il faut pas. Donc vous êtes. Donc en fait, quand il y a l'attentat alors on peut exclure donc tout ça. Donc ma question en fait c'est vous avez parlé donc des trois puissances donc l'Angleterre, les États-Unis et la France, mais vous n'avez pas parlé de la Russie et la Russie dans le conflit en Syrie quand même donc donc soutient donc d'une façon assez durable quand même le régime d'Assad. Vous n'avez pas référé cela. Les deux points sont pertinents. Le premier point, ça vous le voyez très très clairement, il est plus facile à légitimer donc un tyran, donc tuer un tyran pour un attentat, donc que de créer une guerre civile. Donc si c'est une défense légitime de tuer un tyran, alors là, on parle de ça dans le droit international depuis Aristote dans certaines formes. Donc on peut légitimer donc l'homicide de tyran en tant que légitime défense. Mais la question, donc, et vous l'avez annoncé, est-ce que c'est pas aussi en tant que forme collective, donc pour la donc pour la violence collective ou militaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi donc une limite au niveau de la légitimité mais où elle commence, ça c'est un problème. Quand, quand j'ai parlé du conflit en Syrie, donc en été aussi, donc ce qui était aussi dans la Frankfurter Zeitung, là j'avais déjà annoncé qu'un régime qui organise un génocide vers l'intérieur, comme Rwanda ou les Tutsis les Tutsis ou l'Allemagne sous Hitler. Euh, dans ces cas-là, donc si on atteint une limite où l'on dit où ça devient impossible, donc de dire aux persécutés, donc de leur dire aussi comment, donc où sont les limites. Ici, on a dépassé les limites. Et, et, et donc ici, bien sûr, de l'extérieur, il y a une intervention qui peut être possible. Donc pour que les persécutés, donc de morts, pour les protéger. Je voudrais dire que, que depuis Hobbes et depuis Kant et depuis John Locke, donc avant Kant encore, ça n'a plus été discuté d'une façon intensive. Les philosophes discutent surtout et discutent bien sûr aussi sur la question de la philosophie politique, surtout les problèmes qu'on puisse imaginer, mais je n'ai rien trouvé sur la question, en tout cas rien actuel, en ce qui concerne
Donc la justification donc, pour le début d'une guerre civile chez Kant, c'est jamais justifié chez Hobbes, sous d'autres raisons, jamais non plus. Et chez l'autre, c'est justifié si la tyrannie est insupportable. Donc, vous entendez un peu mon problème. Oui, pour un régime où il y a du génocide, là, on peut aussi organiser une violence collective organisée au niveau militaire. En Syrie, là, en fait, on était loin de cette limite. C'était un régime despotique, mais il n'avait pas de droit pour organiser une telle guerre civile. Mais cela a commencé. Il y a eu des casernes et des stations de police qui ont été attaquées. Et alors, donc, ça a vite escalé. Et tout le monde pensait qu'il avait raison. Et bien sûr, ce que ça a fait, donc n'était pas bien non plus, il avait tort. Donc il y a les euphémismes dans les journaux envers les rebelles syriens euh, jusqu'à jusqu'à cet ici, donc fin été, où là on a remarqué que la majorité des rebelles civils étaient vraiment pas de bonnes personnes. Euh, et donc là, il fallait dire non, c'est pas vrai. Ça, c'était donc votre première question. C'est une question difficile et c'est un problème non résolu. Donc chez Grotius, là, je ne peux pas dire. Je ne sais pas si Grotius, donc je pense qu'il n'a rien dit. Il a seulement donné la perspective au niveau du droit international et Kant l'a pas non plus fait, et Hobbes non plus, mais donc ils ont montré surtout le contrat, parlait du contrat social, comme Hobbes qui parlait du social contract. Donc pour le briser, pour le casser. Rousseau, je ne suis pas un connaisseur de Rousseau. La deuxième question, qui est aussi importante, la Russie était depuis le début du côté du régime syrien. Et l'Iran aussi. Ils ont soutenu le gouvernement. Mais, ils peuvent, des gouvernements, on peut soutenir d'autres États. L'État le fait aussi au Mali. Il l'a fait au niveau militaire il y a quelques mois. Personne ne s'est posé la question est-ce que c'est autorisé ou non. Bien sûr que la France donc, euh, euh, a le droit d'intervenir au Mali pour aider. Si au niveau politique c'est intelligent, si on peut le justifier vis-à-vis de la population française, ça c'est une autre question. Donc la Russie peut le faire, donc légalement l'Iran aussi. Et là, grosso modo, il y a de bonnes raisons, raisons éthiques. Il aurait été mieux de ne pas soutenir le régime, mais on ne peut pas le rejeter. Dans une situation où donc le conflit armé est rejetable, même si c'était un gouvernement non démocratique. Donc il y avait un droit, une droit éthique euh, pour obéir au droit. On ne peut pas dire nous habitons dans un ordre non démocratique. Je ne l'ai pas voté, je ne le veux pas, il n'est pas légitimisé, donc je ne veux pas. Donc je vais attaquer ou voler le voisin, vu que je ne respecte pas son droit. Non, ça ne va pas. Non, non, ça ne va pas. Donc il faut respecter. Et aussi les normes contraignantes euh, donc, du gouvernement. Donc il faut atteindre les limites. Donc il faut voir les modèles de l'escalation que je vous ai montrés. Là, on voit les différentes étapes. Si cela ne fonctionne pas, ce sont des questions qui n'ont pas vraiment été éclaircies. Et ce sont des questions difficiles et compliquées. Peut-être qu'on a plusieurs questions en même temps.
Je ne sais pas combien de questions il y a encore. Donc là, il y a déjà quelques prises de parole. Et là-bas aussi, Jean-Marie, il y a aussi quelques experts ici dans la salle aussi. Aussi des experts de Syrie. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un ici, des alentours ici, de Syrie peut-être. Oui, donc le prochain. Je, donc je viens de Turquie, du Parti communiste turc. J'étais professeur à Göttingen. Un professeur, pardon, à Göttingen a dit que quand on a... Donc parfois ça a l'air d'aller, on a l'impression d'aller en Égypte avec un petit bus et c'est comme si ma femme était au volant et on passe par la population et puis il y a des morts et des blessés et puis moi je sors avec ma boîte de premiers secours et j'aide les gens. Et je trouve que l'aide au développement, respectivement, donc cette responsabilité de protection que les Européens euh, pour les pays moins développés pensent avoir, euh, euh, que là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, j'arrive pas à comprendre d'après quelle philosophie qui aide, donne le droit à qui de qui protéger et dans quel but. Et qu'est-ce qui se passe après? Quel est le fait? Quelle est la réalité à la fin et quel est votre point de vue euh, donc en ce qui concerne la légitimité démocratique de l'intervention? Quelle philosophie humanistique est derrière tout ça? Quel est le rôle de la Cour de justice européenne internationale? Est-ce que des scientifiques comme vous et, peuvent éclaircir et expliquer tout cela? Quelles sont vos lignes directrices et que sera-t-il, que va-t-il se produire d'ici 10 ou 20 ans? Peut-être qu'il ne faudra même pas attendre aussi longtemps. Ces 2 millions de Syrie vont venir d'Afghanistan ou par exemple en Europe. Donc pour le bien-être, pour la démocratie pour l'humanité, que, quelles seront les solutions proposées par des chercheurs, par des scientifiques de votre calibre? Donc, je crois qu'on aura encore une nouvelle. On aurait besoin encore d'un autre exposé, je pense, d'une heure pour cela. Roberto? En fait, je ne veux pas revenir aux différents points, mais je suis d'avis quand je suis d'avis qu'on aurait besoin d'un séminaire de 3 à 4 jours. Donc, c'est ce que vous avez dit. Ça, c'est mon point de vue. Je voudrais donc vous lire quelque chose d'un livre que je vais éditer prochainement. C'est la, la, c'est l'œuvre de Robert Kurz, La critique. Euh, donc pour la Entschuldigt, monsieur. Entschuldigt, monsieur. Können wir diesen wiederholen? Den Titel, Nike. Den Titel. Können wir wiederholen? Le titre est La critique de l'éclaircissement public pour l'expliquer jusqu'à la fin. De, donc c'est une nouvelle édition, Widerspruch, une collection Widerspruch, et donc qui va paraître au School Board, comme ça. Donc ça va paraître en 2014. Et là, je veux seulement vous lire quelques extraits pour que vous compreniez la situation qui au niveau scientifique, disons, donc on parle d'une position scientifique, disons. Il s'agit là
d'un essai de Robert Kurz. Friede. Paix à lui. Donc, pour éclaircir donc les pensées civiles. Et là, il a un deuxième. Il a écrit un deuxième préface qui est là. Donc, je vais lire un extrait. Robert, il faut être bref. Donc, l'humanisme ou l'interventionnisme civil était les 100 000 morts, donc la destruction des civilisations, donc l'exploitation du prolétarisme, la destruction de l'environnement, l'esclaverie, la destruction des peuples non blancs ou des territoires de l'Ouest. Les guerres mondiales et le fascisme, la bourgeoisie, donc le rejet, donc les deux bombes atomiques, etc. Tout cela sont un bulletin qui est très mortel, pas seulement une chimère, c'est pas seulement une chimère donc du point de vue civil et mondial, mais donc ce point de vue, donc l'humanisme, là on peut dire donc démocratie, etc. On peut joindre, sera donc c'est un mensonge. Et comme la démocratie et les valeurs de l'Ouest. Et il écrit aussi dans son deuxième préface, et les cris hystériques pour l'intervention ou les cris historiques pour l'intervention humanitaire sont les plus fortes, sont les pires dans cet interventionnisme. Slavoj Žižka. Troisième point. J'aurai bientôt terminé. Oui, Tchétché, et puis je ne sais pas qui encore. C'est seulement. Et Slavoj Žižka écrit au troisième préface, il parle de l'intervention militaire et pense avec cela les richesses des sols, donc qu'ils veulent s'acquérir. Et là, j'ai écrit là, à ce sujet, donc j'ai répondu dans le quatrième préface, j'ai écrit donc la démocratie civile a déjà à travers l'histoire et la géographie déjà tracé des voies pleines de sang, des chemins pleins de sang. Oui. Maintenant un commentaire en français. Donc ne faites pas des exposés vous-même, s'il vous plaît. Ich hatte eine Frage gestellt, auf die erste Frage zurückzukommen, von dem Herrn hier vorne. Man muss also eine klare Position einnehmen vom internationalen Völkerrecht und vom menschlichen Standpunkt aus gesehen und von der UNO-Charta aus gesehen. Denken Sie, dass es legitim ist, zu intervenieren in Syrien, um die Massaker und die Metzgerei aufzuhören? Oder die Situation sich verschlechtern lassen? Und würde man nicht das ökonomische und politische Interesse überwiegen lassen dem menschlichen gegenüber? Dem menschlichen Aspekt gegenüber. Nous voulons encore prendre un verre de vin ensemble, donc faites un peu court, s'il vous plaît. Mikro. Muss man anmachen. On dit
qu'une intervention militaire est seulement possible? Vous avez dit qu'une intervention militaire est donc seulement possible s'il n'y a plus d'autres moyens. Et moi, je sais que le président Hugo Chavez avait proposé à l'époque, et les États de l'Amérique latine et en Afrique avaient également accepté cette proposition. Vous l'appelez comment, cette intervention? Mediation, une médiation. Oder was? Schlichtung. 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 Vermitteln. Vermittlung. Hugo Chavez l'avait proposé à l'époque. Et les États d'Amérique du Sud donc l'avaient accepté, tout comme les États d'Afrique aussi. Et Kadhafi également l'avait accepté. Mais les États comme les États-Unis et l'Europe n'avaient pas accepté sa proposition. Ce qui démontre qu'eux, ils voulaient une guerre, vraiment. Et ma question est, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas ou on ne peut pas intervenir de façon militaire? Quels sont les autres moyens d'intervention que vous envisagez? Vous avez collé notre micro là. Okay, ça marche. Ich werde meine Frage stellen. Verschiedene Leute, die auf pro Bachar. Pardon, vous pouvez recommencer et parler plus doucement parce que voilà. Merci. Die Macht von Assad ist eine Macht, die eine alawitische Familie entsteht und Pro-Regime-Befürworter sagen, dass es ein implizites Abkommen zwischen den verschiedenen Ethnien gibt, die sagen, dass die einzige Partei fähig ist, Stabilität zu garantieren, dass das alawitische Seite ist, also die Familie von Assad. Und in der Tat benutzen sie das Argument von dieser Beschützung, um gegen die Rebellen vorzugehen, die hauptsächlich islamistischer Herkunft sind. Und wo man sagt, wenn die einmal an der Macht sind, die Rebellen, um diese katholische, christliche Minderheit auszulöschen. Was ist also Ihre Philosophie, was diese Frage angeht, was Syrien jetzt betrifft? Denn das ist schon eine sehr alte Frage. Jean-Marie? Er ist unser Sprecher aus dem Kenner des Osten. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en Syrie sont exécutés par le régime Assad, tout comme par l'opposition. Si maintenant nous regardons vers l'avenir, quel pourrait être le rôle de la Cour internationale de justice pour trouver une réponse à la paix, pour la question de la paix et de la justice? Ich spreche in Französisch, ich bin ganz mit Ihnen einverstanden. Aber
Ich finde, dass Sie Ihre Argumentation etwas reduziert haben, denn das Recht zu beschützen besteht aus Verhindern und auch Reaktion. Und wir haben nur von Assad geredet. Und verschiedene von Ihrer Interventionen waren nur teilberührt. Wenn man sich an die Prinzipien von diesem Seite 131 gesprochen wird, in diesem Akt, was Sie erwähnt hatten, um jetzt Libyen als Beispiel zu nehmen, was diese Resolution angeht, kann man sagen, dass die abgewendet wurde von den Ländern, um Ziele zu erreichen, nationale Ziele zu erreichen. Das war eine Nicht-Flugzone und Regimewechsel und so weiter. Und es gibt also da noch Fragen, die offen stehen. Und eine letzte Bemerkung, was die Philosophie über das Völkerrecht angeht. Verschiedene der Länder, von denen Sie geredet haben, gibt es ein bestehendes Recht, das in Syrien, in Afghanistan oder angeht. Le what? Le droit coutumier. Pashtun, les vallées de Pashtun. Ok, oui, ça va, Pashtun, oui, oui. Ok, donc la région de Pashtun in Sizilien. Und von diesem Recht abgelegt ist das absolut legitim, dass es Rebellen gibt. Wie seht ihr das im Kontext vom Völkerrecht? Ich weiß nicht, ob ich die Frage 100% verstanden habe, denn er hat sich umständlich ausgedrückt. Ja, das geht mal nach. Ja, oder? Ja, lass mal. Bon. Und dann hier. Je voudrais faire une petite remarque. Was? Les stratèges américains qui disent surtout que notre intérêt principal est que, et à long terme, et qu'aucun côté ne va gagner. Donc si un côté devient plus faible, il faudra soutenir ce parti-là, ce côté-là. Pour tout au moins ceux qui ont de l'influence à Washington DC. Et ceci peut continuer et nous, on ne s'occupe pas des morts, même s'il s'agira encore d'autres centaines de morts. C'est toujours mieux qu'un côté va gagner. C'est ça la politique qui est suivie. C'est peut-être une remarque cynique que je voudrais ajouter. Comme la Libye et la Syrie sont des États qui sont membres de la Ligue arabe, et si vous parlez de la norme mondiale qui a été définie par les Nations Unies, il y a encore d'autres associations, comme il y en a en Russie, qui sont membres de la Ligue arabe. Comment considérez-vous l'influence ou non de ces autres associations? Est-ce que tu crois que tu vas réussir à répondre à ces questions dans la prochaine demi-heure? Je me suis noté les questions principales. Et la première question tournait de monsieur qui vient de la Turquie, mais qui a été à Göttingen et fait ses études là-bas. Vous avez parlé de l'idéologie de les protéger, qu'elle est un peu douteuse, et poser la question, quelle est la philosophie politique qui se cache derrière? Et la deuxième question était le rôle de la Cour de justice internationale dans des conflits pareils. Et la troisième, si une fois il y aurait des centaines de milliers ou des millions de personnes proviendraient en Europe, alors que faire?
Donc, les perceptions des gens ici en Europe vont bien sûr changer. C'est comme ça que j'ai compris votre question. En ce qui concerne la protection des gens, si eux ils viennent en Europe, tant qu'ils restent en Libye, nous allons les aider à bombarder et apporter un changement de régime. Mais lorsqu'ils viennent chez nous en Europe, nous n'aimons pas trop cette approche. Et je peux seulement le dire de façon un peu ironique. Oui, c'est vrai. Nous aimons aider lorsque nous bombardons. Et le définir en tant qu'aide, c'est les gens aiment bien le faire, surtout les médias aussi. Et d'autres formes d'aide ou de soutien ne sont pas perçues de cette façon. C'est bien vrai. Mais laissez-moi dire, et c'est un défait moral. Il faut vraiment bien du cynisme, mais pour vous deux, quant à vos deux autres questions, je voudrais dire que je suis d'avis qu'il y a des raisons pour cette idée de protection, de responsabilité, de protéger, d'avoir il y a 4 crimes contre l'humanité. C'est le génocide, le crime contre l'humanité, la guerre civile et les purifications ethniques qui tombent sous cette définition. Si la limite est tellement haute et si seulement si ça s'est organisé par un État dans une grande envergure, c'est ça seulement un crime contre l'humanité. Le 11 décembre, les attentats à New York n'étaient pas un crime de guerre civile, de droit international. Et c'est donc ça tombe sous la responsabilité de l'État. Mais s'il y a des actes terroristes ou des atteintes comme au Rwanda contre la population, il y a une intervention humanitaire, n'est pas seulement justifiée, mais c'est même une obligation parce qu'au Rwanda, on aurait dû intervenir à temps. Je vais revenir aux questions un peu sceptiques de la salle, de ce qui se fait en Libye, parce que là, c'était clair qu'on ne voulait pas seulement aider des gens torturés ou quoi, mais qu'il y avait d'autres intérêts cachés derrière. Mais le rôle de la Cour de justice internationale, il y en a 2 qui sont compétents. C'est la Cour de justice classique et celui du droit international, le STGA, international donc. Les 2 pourraient prendre ou jouer un rôle dans les 2 cas de figure. Et pour revenir à la Syrie, comme il y avait quelques questions qui revenaient à ceci, je vais y revenir. Mais la Cour de justice internationale ne peut pas s'y de par soi-même. Il faut qu'il soit saisi par un parti particulier. Et dans ce cas-là, il peut donner des avis, formuler des conseils, et les nations de l'ONU pourraient également se faire. Et ceci aurait une certaine influence également sur le droit international et une influence politique certainement sur les gouvernements. Mais c'est quand même très limité. Pour le formuler de façon courte et salope, les États se gardent souvent au jugement de la Cour de justice lorsqu'il s'agit de choses si par exemple vous avez un navire qui chavire et qu'il y a une grande pollution et des centaines de milliers de dégâts, alors à ce moment-là, et que l'État ne veut pas payer et que l'État qui a subi les dégâts se dirige vers cette Cour internationale, alors les États se plient souvent. Mais les États puissants ne s'y soumettent pas lorsqu'il s'agit de conflits de guerre. Lorsque les Américains voulaient attaquer ou emminer les territoires en Nicaragua et que les rebelles, les Contras ont soutenu le régime, le gouvernement nicaraguayen
Nicaragua s'est adressé à la Cour de justice et ils ont dit que c'est contre le droit international. Les États-Unis, qui auparavant avaient souscrit la Convention internationale, et comme l'Allemagne le fait par exemple depuis toujours, les États-Unis à l'époque le faisaient toujours de se soumettre et ils disaient cela ne vous regarde pas, vous, Cour de justice internationale. Et là on disait c'est nous qui décidons si ça nous concerne ou non. Ensuite ils ont décidé ça nous concerne, c'est une question de droit international. Et les Américains répondaient non, il faut rejeter cette plainte. Et de nouveau, on disait c'est nous qui allons décider ceci. Et ils ont de nouveau décidé que poser des mines dans les ports du Nicaragua et de supporter les contraintes que c'était pas que c'était punissable. Et les Américains, après, ils ont dit nous allons sortir de cette convention. C'est pour la dernière fois que nous soumettons à ceci et nous n'allons plus jamais vous écouter de quel que soit votre jugement. Et la même chose va compte pour la Chine et pour la Russie lorsqu'ils sont confrontés à des situations pareilles. Et c'est vraiment profondément regrettable. Et la Cour de justice pénale internationale ne plaît pas du tout aux États-Unis. Ça leur plaît s'il y a une plainte qui est faite contre Darfour. Oui, là, ils sont pour. Ou bien contre Kadhafi, au début de l'intervention du Conseil de sécurité, lorsque c'était soumis à la Cour, l'Amérique était pour. Mais bien, dès l'idée leur vienne, ils vont dire en Libye, là il y a une situation de conflit et s'ils vont examiner la question si l'OTAN a fait des bombardements qui étaient contre-indiqués, parce que c'était le cas comme ils ont bombardé la chaîne de télévision, ou bien le fils qu'ils ont tué de Kadhafi parce qu'ils pensaient que Kadhafi s'y trouvait et tout ça c'est contre le droit international. Et si la Cour internationale viendrait à l'été d'examiner ceci, ce que les États-Unis et les autres États membres ont fait, alors vous allez voir. Et donc là, il y a une asymétrie qui est vraiment regrettable, profondément regrettable, qui montre les limites vis-à-vis des puissances politiques et surtout le droit de désavouer ceci. Et c'est ça qui est grave. Comme vous entendez, en fait, en tant que juriste, même moi, je suis un fervent de juger tout ceci, mais c'est toujours une question asymétrique de la façon dont ça se joue aujourd'hui. Et jusqu'à ce jour, nous avons seulement eu des jugements contre des Africains. En Afrique, on registre ceci, mais bon, et on dit si vous continuez de cette façon-ci, nous ne nous occupons plus de vous. Et il y a certainement bien des raisons pourquoi est-ce que c'est toujours des Africains qui sont montrés du doigt. Mais si des droits contraires au droit international ne sont pas examinés, ce n'est pas en règle. Dans 2 États qui étaient des côtés des intervenants, notamment la France et de l'Angleterre, et qui étaient des intervenants, et on pourrait faire une examination contre cela. Mais ça ne se fait pas. Et c'est ça qui n'est pas en ordre. C'est les limites du droit. Et surtout des puissances comme les États-Unis qui ne vont jamais accepter un jugement de la part du côté. C'était un peu trop long. Vous m'aviez dit de rester un peu plus court, mais ce sont des questions très difficiles. Donc une remarque qui avait été faite, qui n'était pas tellement une question, je ne peux pas d'accord avec vous complètement. Je ne trouve pas que c'est juste, mais je suis d'accord sur quelques points. Je peux être d'accord. Entre autres, l'Ouest, avec son expansion de ses voleurs, a donc laissé tirer toute une trace de sang que je trouve très regrettable.
et qui a été horrible. Mais je pense que certaines de ces valeurs ont donc mis dans une lumière assez douteuse. Mais nous ne pouvons ignorer que indépendamment de quelques puissances ou des intérêts géopolitiques, il y a une suprématie de ce que nous appelons démocratie, des formes démocratiques sur d'autres formes de règles que la démocratie des personnes ne peut pas se définir comme capitalisme. Le capitalisme comme système, organisation économique est bien sûr tout à fait inéquitable et n'a pas ne peut pas vivre à l'infini. Mais une est tout de même claire, une chose, c'est que le gouvernement d'un État doit être déterminé par le citoyen et non pas doit être une dictature d'une partie ou d'une personne. Ça, c'est tout de même une suprématie, une idée de base de la système républicain et démocratique. Cela ne doit pas être la forme comme le fait l'Ouest ou les USA avec tous les déficits. Ça ne doit pas être cette forme-là, qui ne c'est pas ça qui peut être justement pris comme exemple. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense la responsabilité de protéger est tout de même dans son idée de principe et tout de même légitime dans la mesure où elle peut prévenir donc par exemple des génocides comme en Rwanda ou comme par exemple les nazis qui ont finalement dans toute l'Europe ont donc tué sans relâche. Ce n'est pas une intervention humanitaire, on a fait tout de même une guerre contre l'Allemagne nazie, mais même si les Allemands n'auraient pas commencé cette guerre, on aurait pu dans l'Allemagne des nazis, on aurait pu tout de même intervenir de façon militaire justement pour tuer cette façon de tuer les personnes juives. Mais ça devait faire, bien sûr, on doit évaluer, je vous l'ai montré, l'idée de base, je suis pour. Et donc laisser le distancement dans les autres questions de base. Je pense que ça n'est pas tellement différent de notre contradiction. Je ne suis pas un adepte du système capitaliste. J'y comprends pas assez. Mais je suis un adepte de la façon de toute l'autodétermination du peuple. La troisième question était celle que je ne sais plus, que c'est l'intervention de jeu en Syrie, où elle est vraiment une catastrophe, est devenue horrible. Si ce que je voulais la justifier, oui, je dis. Mais elle ne devrait pas se faire comme en Libye. C'est-à-dire qu'on apprend donc les combats aériens et qu'on détruit un pays complètement, ce qui est légitime aujourd'hui en Syrie. Et je le dis après aussi, et ce qui est vraiment une utopie complètement politique, c'est que de venir avec une intervention massive militaire, donc marcher dans le pays, arrêter justement cette guerre civile, prendre ce pays pendant 10 ans sous le protectorat de l'UNO et d'injecter des centaines de milliards de dollars. Aucun pays du monde, aucune puissance du monde pense même à quelque chose pareil. Mais ça, ce serait légitime. Intervenir, arrêter la violence et essayer de pacifier le pays. C'est un travail titanique. Personne n'y pense, même pas de plus. Ma prognose pour la Syrie est très très mauvaise. C'est que ce pays va mourir et qu'il n'y a aucune partie, si elle gagne, il y aura encore 10 000 de morts en plus. Ça va être horrible. Je suis très très pessimiste par rapport à ces perspectives ce qui concerne la Syrie. En fait, on peut juste dire qu'Assad va peut-être réussir à faire de la paix et qu'après, il y aurait une pression plus tard sur le régime d'Assad pour qu'il y ait changé sa forme de gouvernance. Mais je ne pense pas que ça va lui réussir. Ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous venez de la Turquie
un des pays qui sont justement un des 3 pays qui a été à l'origine justement de cette rébellion et qui a fait tout ce qu'il faut, il a dès le début soutenu les rebelles et les a donc conduits et incités à faire le recours à la rébellion armée. Ce n'est pas justifié. Ce sont donc des prognoses politiques très mauvaises. Mais je pense que d'autres pourront le développer davantage que moi. Ensuite, il y avait la question de la médiation. Mais l'intervention militaire, oui, il faut donc que l'élément soit très élevé. Seulement si, vraiment de façon organisée, de façon générale, il y a un génocide, par exemple, dans un pays, là, il faut faire une chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens meilleurs de la médiation? Et vous avez indiqué qu'en Libye, on l'avait proposé et que par les pays de l'Afrique, l'Union de l'Afrique, on avait donc elle avait offert sa médiation. Gaddafi a dit, c'est les rebelles qui ont dit non. Et la NATO a dit, nous ne pouvons rien faire, les rebelles ne veulent pas. Ça, c'était une grande erreur. La NATO aurait dû obliger les rébellions de participer à cette médiation. Mais c'était très clair ce qu'on voulait. On voulait tuer, abolir Gaddafi. Et donc les rebelles le savaient ça. Ils savaient qu'ils n'allaient pas perdre cette guerre. Vous avez raison que cette médiation, si seulement il y avait un tout petit peu de disponibilité, il faut toujours essayer de faire cette médiation. C'est pas toujours possible. En Syrie, ça ne marche pas vraiment. Peut-être, ça pourrait réussir si ça serait vraiment fait de façon beaucoup plus sérieuse de chaque parti qui le voudrait. L'Est a trop longtemps hésité de prendre justement parti sur la médiation en Syrie, parce qu'ils veulent justement abolir Assad aussi. Et maintenant, ils voient que ça ne mène à rien. Mais quelles ou d'autres possibilités il y a beaucoup de moyens, mais très limités, politiques. Par exemple, la médiation est bien sûr possible. Il faut tout de même l'essayer, c'est sûr. Mais les chances sont vraiment très, très petites et très limitées. Ensuite, il y avait une question que le pouvoir d'Assad, le pouvoir des Alawites, est donc mis en réseau avec les autres groupes ethniques. Et vous avez donc indiqué qu'il doit y avoir un consensus implicite que seulement les Alawites peuvent le faire en Syrie pour garantir la paix dans la Syrie. Là, j'y comprends trop peu, j'y comprends un tout petit peu. J'ai un peu lu sur la situation politique en Syrie, mais vous l'avez dit aussi, c'est que les chrétiens ont très peur que le régime d'Assad va être éliminé parce qu'ils savent que si les musulmans fondamentalistes vont arriver au pouvoir, il n'y aura pas de survie justement aux chrétiens. Et ça serait bien sûr horrible. Je crois que vous avez raison de façon politique, mais je ne suis pas assez avertie dans cette question. La meilleure aurait des chances pour la Syrie si le régime d'Assad aurait été resté à la pouvoir. Et même si au début il avait appliqué énormément de violence, il n'aurait pas amené justement cette violence, cette rébellion donc armée. On aurait aujourd'hui des chances beaucoup meilleures pour justement faire une transition démocratique. Syriens avait des prémices pour le pour arriver à une transition démocratique beaucoup meilleure que par exemple la Arabie Saoudite, où c'est à mon avis pas possible. Cette chance, hélas, a été perdue. Maintenant, quand ça va continuer de façon politique, ce n'est pas ma question, je sais pas mon ressort. Ensuite, il y avait la question de vous, les crimes contre les peuples. Ils ont été faits de façon massive des deux côtés. Quel rôle, justement, le tribunal international et la Ligue arabe a également joué comme rôle? Oui, les organisations régionales peuvent jouer un rôle, mais la Ligue arabe n'en a plus. Elle a été dès le début en ennemi contre le régime
Assad parce qu'ils étaient ennemis contre l'Iran. L'Assad leur est égal, mais l'Iran ne leur est pas égal. Dans toute la Ligue arabe, ils se voient l'Iran comme un ennemi. Et donc la Syrie c'est un peu un type de guerre représentative de la guerre qui existe entre la Ligue arabe et les Irans. Les organisations régionales comme la Ligue arabe ou comme l'Union africaine, l'Union européenne est trop loin, a très peu de poids dans ces choses. Ils pourraient effectivement jouer des rôles légitimes, mais seulement s'ils sont donc sincères et s'ils ont donc vraiment faire des avances vraiment sincères. La Ligue arabe ne l'était pas dès le début. On ne peut pas dire à Assad qu'il n'avait pas pris au sérieux leur effort. On peut lui prendre beaucoup de choses, on ne peut pas l'accepter, mais là, il avait vraiment pris ça en sérieux. Le rôle donc, de la Ligue arabe est donc très limité. Comment s'appelle le proverbe latin ? Quand le conflit militaire s'est tellement développé, alors les possibilités juridiques pour amener la paix sont vraiment minimales. Mais ce qui serait possible, et qui aurait pu être fait. Et là, c'est quand on a fait l'attaque des gaz en été, donc toxique, personne ne sait encore de qui venait cette attaque de gaz. Que nos médias disaient qu'ils étaient très clairement disaient qu'il venait cette attaque de l'armée d'Assad, ce n'est pas vrai. Personne ne sait vraiment. Il est possible qu'il venait des rébellions, et peut-être il venait aussi de l'armée d'Assad. Ça, nous devons le laisser ouvert. Mais ce qui était la vraie réaction là-dessus, on n'était pas non plus de commencer de dire à Obama de dire maintenant il faut faire des représailles. Contre qui? Donc ça, il a dit 3, 4, 5 jours, j'attends, sinon nous on va bombarder. Si là il y avait eu une attaque donc, de gaz toxique, c'est bien sûr un crime très grave. La réponse là aurait pu être ils auraient pu faire justement ces armées ne sont pas l'armée de terre n'est pas en fait n'est pas responsable de cette attaque. Moi j'aurais par exemple dit la bonne réaction aurait été justement de ce crime, c'était la réaction justicielle, juridique, qu'il y a eu justement d'aller devant le tribunal pénal de Den Haag à travers l'article 13b où il y a justement écrit que le Conseil de sécurité peut donner justement cette situation à justement le tribunal pénal de Den Haag. Ils auraient dû faire cela. Et alors la Chine et la Russie n'auraient pas fait de veto parce qu'eux-mêmes avaient déclaré qu'ils étaient intéressés à savoir à l'éclaircissement de cette attaque de gaz. Mais ça que les Américains auraient dû dire, bon, nous ne pouvons pas maintenant donc condamner ceux qui sont responsables. Mais maintenant, nous allons faire une geste symbolique que nous n'acceptons pas ça comme communauté internationale. Et deuxièmement, là, nous allons renvoyer là où ça doit être traité avec donc des menaces de sanctions pénales. Et ça peut faire le Conseil de sécurité et nous nous mettons d'accord avec la Russie et la Chine. Et nous, comme Américains, et ça aurait été la bonne réaction. Au lieu de ça, Obama a fait une énorme erreur déjà une année avant avec la ligne rouge. Maintenant, il a perdu sa légitimité politique. Il s'est mis lui-même dans une situation très délicate et dans cette situation dans laquelle finalement il n'a pas réussi à s'en sortir. Et ça c'était la première erreur d'Obama. C'était 2 années avant. C'était en automne 2011. Il a dit
Assad doit partir. Ça, c'était la première erreur. Ça, c'était clair que les Américains voulaient montrer que donc, la rébellion armée devait donc commencer à se développer. Et là, donc, la deuxième erreur était après cette attaque. Et heureusement que la Russie a eu un succès diplomatique. Mais où a été donc la réaction des côtés sur l'attaque sur des gaz toxiques? On n'a plus on va juste maintenant les éliminer. Mais la réaction à ce crime n'a rien été fait. Ça n'a pas été fait. Et ça aurait dû donc en fait faire. Je peux vous lui dire dans la SPD, ils ont essayé justement donc la direction voulait justement l'exiger de façon très claire que le gouvernement allemand, à travers l'Union européenne, oblige les Américains et les Russes de les exiger à ce qu'ils justement de le considérer comme un élément à devoir être éclairci au niveau du tribunal fermé. Mais le SPD n'a pas réagi vraiment, l'a pris en considérant, l'a dit oui, ce serait très très bien, mais nous ne pouvons pas nous émissier. Je trouve ça très grave. Ça aurait été encore une façon très bonne que la justice aurait réagi et aurait donc pris des décisions. Maintenant, je vais être très 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 court. C'est déjà très très tard. Il est très intéressant, mais je pense vraiment que nous devons terminer. Encore une visite sur la responsabilité Protect, que ce n'est pas seulement une intervention militaire. Il y a une responsabilité de prévention, de protection et une responsabilité de reconstruction. Toutes les trois sont trop importantes et ils sont toujours mal gérées. Ta remarque, on va en discuter tout à l'heure. Donc avec ça, je crois, j'ai vraiment répondu à toutes les questions qui ont été faites. Merci beaucoup.